47 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à l'Iran pour transformer le réseau de défense aérienne le plus avancé d'Israël en un échec de plusieurs milliards de dollars. À exactement 0h17, heure locale, le 3 avril 2026, la première vague a frappé Tel Aviv. Pas un missile, pas 10. Plus de 200 missiles balistiques ont été lancés simultanément depuis plusieurs positions sur le territoire iranien, convergeant tous vers deux cibles qui représentent l'ensemble du socle de l'État israélien, Tel Aviv, le cœur économique, et Jérusalem, le cœur politique et symbolique. Les sirènes ont retenti dans les deux villes, tandis que des millions d'Israéliens se précipitaient dans les abris. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les interceptions qui d'ordinaire illuminent le ciel nocturne comme un feu d'artifice étaient moins nombreuses. Les explosions qui d'ordinaire se produisaient très haut dans le ciel se produisaient au niveau de la rue. Et à un H04, quand le barrage a enfin cessé, l'appareil de défense israélien faisait face à une réalité catastrophique qu'il avait dépensé 8 milliards de dollars pour éviter. Le bouclier a échoué, pas complètement, mais suffisamment. Et dans une guerre qui se mesure en pourcentage, un échec suffisant signifie que des gens meurent, que des infrastructures brûlent, et que tout le calcul stratégique qui a protégé Israël pendant des décennies vient de s'effondrer en 47 minutes. Les grands médias montraient des interceptions réussies et parlaient de victoire. Ils ne montraient pas les missiles qui sont passés. Ils n'expliquaient pas pourquoi les coûts de défense d'Israël dépassent désormais ceux de l'attaque iranienne dans un rapport de 15 contre 1. Ils ne faisaient pas le calcul de ce qui arrive quand les stocks d'intercepteurs s'épuisent. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas une simple attaque de missiles de plus, c'était une démonstration concrète qui change tout. Le récit officiel livré par les deux gouvernements était, au mieux, incomplet et au pire, délibérément trompeur. Des sources militaires israéliennes ont confirmé qu'à 0h17, les sirènes d'alerte aérienne se sont déclenchées simultanément à Tel Aviv, à Jérusalem et dans les régions voisines. La première vague se composait d'environ 80 missiles balistiques. Ce n'étaient pas les roquettes Qassam rudimentaires que le Hamas tire depuis Gaza. C'était des missiles balistiques guidés, de précision, de moyenne à longue portée, en particulier les systèmes Khaybar Shekan et Fatah 2 que l'Iran affine précisément pour ce type de scénario. Le Khaybar Shekan, dont le nom signifie briseur de forteresse, est un missile balistique à carburant solide d'une portée de 1450 km. Il emporte une charge militaire de 650 kg et atteint Mach 8 pendant la phase de propulsion, avant de redescendre à environ Mach 3 à 5 en approche terminale. La charge est manœuvrante, ce qui signifie qu'elle peut ajuster sa trajectoire pendant la descente pour échapper aux intercepteurs. Ce n'est pas une arme aveugle. C'est un instrument de précision conçu spécifiquement pour vaincre des systèmes de défense aérienne multicouches. Le Fatah 2, dévoilé pour la première fois en 2023, pose un problème encore plus sérieux aux défenses israéliennes. Des sources iraniennes affirment qu'il s'agit d'un planeur hypersonique capable de maintenir des vitesses supérieures à Mach 5 sur l'ensemble de son profil de vol. Les renseignements occidentaux contestent cette qualification d'hypersonique, mais ce qui n'est pas contesté, c'est la capacité du missile à effectuer des manœuvres imprévisibles à des vitesses extrêmement élevées. Pour un système d'interception comme Arrow ou Front de David, qui calcule ses solutions d'interception à partir de trajectoires prévues, une cible qui change de cap de manière imprévisible devient exponentiellement plus difficile à atteindre. C'est cette seule caractéristique qui explique pourquoi l'Iran a déployé des missiles Fatah, 2 spécifiquement contre les zones d'infrastructure les plus critiques de Tel Aviv. C'est là que les chiffres deviennent terrifiants. Israël exploite un réseau de défense aérienne multicouche dont le développement et le déploiement ont coûté environ 8 milliards de dollars. Dôme de fer traite les menaces de courte portée. Front de David intercepte les missiles de moyenne portée. Arrow 2 et Arrow 3 engagent les menaces balistiques de longue portée. Le système est intégré, redondant, avec des couches qui se chevauchent. Sur le papier, il devrait être presque impénétrable. Mais cette nuit-là a révélé la faille fatale qu'aucune prouesse d'ingénierie ne peut résoudre. La mathématique des intercepteurs. Chaque intercepteur Arrow coûte entre 2 et 5 millions de dollars. Un intercepteur Front de David coûte environ 1 million de dollars.
Un missile Khaybar Shekan iranien coûterait environ 300 000 $ à fabriquer. Le ratio coût attaque-défense de l'Iran est d'environ 1 pour 10. Pour chaque dollar dépensé par l'Iran dans l'attaque, Israël en dépense 10 pour se défendre. Et ce ratio s'aggrave, car Israël ne peut pas se permettre de tirer un seul intercepteur par missile entrant. La doctrine standard impose de lancer 2 intercepteurs par cible afin d'assurer une forte probabilité de destruction. Ainsi, pour neutraliser un missile iranien à 300 000 $, Israël tire pour 4 à 7 millions de $ d'intercepteurs. Cette nuit-là, l'Iran a lancé plus de 200 missiles en 47 minutes. Si Israël a tiré en moyenne 5 intercepteurs par missile, cela signifie 300 intercepteurs consommés en moins d'une heure. À un coût moyen de 2 millions de $ par intercepteur, Israël a brûlé 600 millions de $ de munitions défensives en 47 minutes. Le coût total de l'attaque iranienne s'élevait, lui, à environ 60 à 80 millions de $. L'Iran a ainsi imposé à Israël une dépense défensive 8 fois supérieure à son propre coût offensif. Et c'était le 9e jour consécutif de ce schéma. Le stock d'intercepteurs dont dépend la survie d'Israël s'épuise plus vite qu'il ne peut être reconstitué. Le bilan humain de cette attaque était encore en cours d'évaluation, mais les premiers rapports confirmaient plusieurs blessés à Tel Aviv à cause des impacts de missiles et des éclats provenant des débris d'interception. Des vidéos vérifiées par des sources indépendantes montraient au moins 3 impacts directs dans le centre de Tel Aviv, dont un près d'une tour résidentielle, provoquant d'importants dégâts structurels. Un autre impact a été signalé dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, déclenchant des incendies secondaires qui ont brûlé pendant des heures. À Jérusalem, la situation était tout aussi chaotique. Un missile est tombé dans une zone dégagée près des quartiers sud de la ville, creusant un cratère estimé à 8 m de large et 4 m de profondeur. La force de l'explosion a fait voler en éclats les vitres d'immeubles situés jusqu'à 300 mètres de distance. Mais ce qui n'était pas largement rapporté, c'est que le taux d'interception a baissé. Au cours des 3 premiers jours de ce conflit, Israël affirmait des taux d'interception compris entre 85% et 90% contre les missiles balistiques iraniens. Cette nuit-là, ce taux est tombé quelque part entre 70% et 80%, selon des sources familières des évaluations opérationnelles classifiées. C'est pas un recul mineur. C'est une dégradation structurelle de l'efficacité défensive en temps réel à mesure que la guerre se prolonge. Et il y a 3 raisons à cela. Premièrement, la fatigue des intercepteurs. Israël tire des missiles défensifs en continu depuis 9 jours. Chaque lanceur a un cycle de maintenance. Chaque radar nécessite un recalibrage. Chaque opérateur de centre de commandement subit une dégradation cognitive due à des opérations prolongées sous très forte pression. Les systèmes sont poussés au-delà de leur rythme opérationnel prévu et les performances en souffrent. Deuxièmement, l'adaptation iranienne. L'Iran apprend quels profils de vol et quels angles d'approche sont les plus difficiles à engager pour les systèmes israéliens. Il ajuste le calendrier des tirs, varie les types de missiles dans chaque salve et déploie des leurres qui obligent Israël à dépenser des intercepteurs sur de fausses cibles. C'est un apprentissage en temps réel sur le champ de bataille et cela fonctionne. Troisièmement, le rationnement des stocks. Des rapports non confirmés provenant de sources du secteur de la défense indiquent qu'Israël a commencé à rationner l'usage des intercepteurs, en particulier pour les très coûteux Arrow 3. Si cela est vrai, cela signifie que les commandants israéliens prennent des décisions calculées pour laisser passer certaines cibles jugées moins prioritaires afin de préserver les munitions pour des menaces de plus grande valeur. Ce n'est pas un signe de confiance, c'est du triage. Le schéma de ciblage de cette nuit-là n'avait rien d'aléatoire. L'Iran a frappé simultanément Tel Aviv et Jérusalem pour une raison stratégique précise. Tel Aviv est le centre économique d'Israël. La bourse, le secteur technologique, le quartier financier, les infrastructures commerciales qui génèrent la richesse nationale, tout cela est concentré dans une seule aire métropolitaine. Jérusalem est le cœur politique et symbolique, la Knesset, les ministères, la résidence des dirigeants nationaux. En frappant les 2 villes dans une même salve, l'Iran a obligé Israël à diviser ses ressources défensives. Si
les 200 missiles n'avaient visé que Tel Aviv, Israël aurait pu concentrer tout son stock d'Arrow et de Fronde de David sur la défense d'une seule ville. En divisant l'attaque, l'Iran s'est assuré que la couverture défensive serait diluée entre deux cibles géographiquement distinctes. C'est là que l'escalade devient véritablement dangereuse. Ce que l'Iran a démontré cette nuit-là, c'est qu'il peut saturer les défenses israéliennes par le volume, non par une supériorité technologique, mais par la seule masse. Si l'Iran peut produire 100 missiles par mois, comme l'a déclaré publiquement le secrétaire d'État américain Marco Rubio, et si les États-Unis ne peuvent fabriquer que 6 à 7 intercepteurs par mois, l'arithmétique mène à une seule conclusion. À terme, Israël manque d'intercepteurs. Et lorsque cela arrivera, les missiles iraniens frapperont leurs cibles sans être contestés. L'onde de choc économique de cette nuit-là était déjà mesurable. La bourse israélienne a ouvert en baisse de 2% le lendemain matin, avant que les échanges ne soient temporairement suspendus. Les compagnies d'assurance faisaient face à une exposition catastrophique aux demandes d'indemnisation pour dégâts matériels à Tel Aviv comme à Jérusalem. Le tourisme, déjà dévasté par 9 jours de conflits continus, s'était désormais totalement effondré. Les compagnies aériennes qui assuraient encore un service limité vers l'aéroport Ben Gourion ont suspendu tous leurs vols pour une durée indéterminée. Le coût économique de cette seule nuit d'attaque dépassera 2 milliards de dollars une fois les évaluations complètes achevées. Mais le véritable coût n'est pas financier, il est stratégique. Cette nuit-là a prouvé que l'Iran peut atteindre le cœur d'Israël en toute impunité. Tous les missiles ne passent pas, mais assez passent. Et dans un environnement urbain densément peuplé comme Tel Aviv, où 4 millions de personnes vivent dans une aire métropolitaine concentrée, même un taux de fuite de 20% à travers les défenses signifie des centaines de victimes potentielles par attaque. Israël ne peut pas tenir ainsi indéfiniment. La réponse du gouvernement israélien a été prévisible, mais révélatrice. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni en urgence le cabinet de sécurité à 2h30 du matin, alors que des missiles étaient encore interceptés au-dessus du pays. À 6h00, l'armée israélienne a annoncé des frappes de représailles contre des installations iraniennes de production de missiles, affirmant avoir détruit 3 usines responsables de la fabrication des armes utilisées lors de l'attaque de cette nuit-là. Les médias d'État iraniens ont contesté cette version, diffusant des images de ce qu'ils affirmaient être les mêmes installations toujours en activité. La vérité, comme toujours, se situe quelque part dans cet entre-deux. Mais le schéma est clair. Frappe, représailles, contre-représailles, escalade. Ce que les grands médias ne disaient pas au public, c'est qu'à huis clos, l'appareil de défense israélien avait des conversations qui terrifieraient l'opinion si elles devenaient largement connues. Des conversations sur les délais d'épuisement des intercepteurs, des conversations sur la capacité d'Israël à tenir ce rythme opérationnel encore une semaine et encore moins un mois, des conversations sur ce qui se passera lorsque le stock d'Arrow tombera sous le seuil minimal nécessaire pour faire face à une attaque de saturation véritablement massive. Ce ne sont pas des scénarios hypothétiques discutés dans des séminaires universitaires. Ce sont des réalités opérationnelles calculées en temps réel par des personnes qui ont accès aux chiffres réels des stocks classifiés. Et l'Iran le sait. C'est pourquoi il maintient ce rythme implacable. Il ne cherche pas à détruire militairement Israël en une seule frappe massive. Il cherche à faire saigner Israël sur les plans économiques et logistiques jusqu'à ce que le système de défense s'effondre d'épuisement. C'est une stratégie d'attrition et elle fonctionne. Chaque nuit, davantage d'intercepteurs sont consommés. Chaque jour, le rythme de remplacement accuse un retard encore plus grand sur le rythme de consommation. L'écart se creuse et il finit par devenir impossible à combler. Voici le scénario qui empêche les planificateurs militaires israéliens de dormir. Il a été exposé dans des évaluations classifiées qui ont fuité vers des journalistes spécialisés défense et il se présente ainsi. L'Iran continue de lancer 150 à 200 missiles toutes les 24 à 48 heures. Israël continue d'en intercepter 70% à 80%.
Le stock d'intercepteurs diminue d'environ 200 à 300 unités par attaque. En 14 à 20 et un jour, les stocks d'Arrow et de Fronde de David tombent sous des seuils critiques. À ce moment-là, l'Iran lance une attaque véritablement massive, de 500 à 800 missiles simultanément. Les défenses israéliennes, déjà dégradées et à court de munitions, n'obtiennent plus qu'un taux d'interception de 40% à 50%. 250 à 400 missiles frappent le territoire israélien en une seule salve. Les victimes se comptent par milliers, les infrastructures critiques, les centrales électriques, les installations de traitement de l'eau, les nœuds de communication sont détruits, l'économie israélienne s'effondre, le gouvernement se retrouve face à un choix entre capitulation et escalade nucléaire. Ce n'est pas un fantasme apocalyptique. C'est un scénario en cours de simulation de guerre à Tel Aviv, fondé sur les rythmes actuels d'épuisement et sur la capacité de production de missiles de l'Iran. La réponse internationale à l'attaque de cette nuit-là a été exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre, des paroles fermes, aucune action. Les États-Unis ont condamné l'agression iranienne et promis de continuer à soutenir le droit d'Israël à se défendre. L'Union européenne a appelé à la désescalade, sans proposer de mesures concrètes pour y parvenir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une session d'urgence qui n'aboutira à rien parce que la Russie et la Chine bloqueront toute résolution significative. Le théâtre diplomatique continue pendant que la guerre réelle s'aggrave au-delà de la capacité de quiconque à la contrôler. Quant au camp Trump, il a toujours une conférence de presse spectaculaire en réserve pourvu que personne ne pose de questions sur les calculs logistiques. Et voici la variable qui aggrave encore tout. Le temps ne joue pas en faveur d'Israël. Chaque jour que dure cette guerre, la position stratégique de l'Iran s'améliore tandis que celle d'Israël se détériore. La production de missiles iraniennes se poursuit, la consommation d'intercepteurs israéliens s'accélère. L'économie iranienne, déjà sous sanctions et isolée, n'a plus grand-chose à perdre. L'économie israélienne, intégrée aux marchés mondiaux et dépendante des investissements étrangers, se vide de ses capitaux à chaque attaque. L'Iran peut soutenir une guerre d'attrition bien plus longtemps qu'Israël ne peut supporter le coût de sa défense. Cette nuit-là n'était pas une anomalie, c'était un modèle. L'Iran a trouvé une formule qui fonctionne. Lancer assez de missiles pour obliger Israël à dépenser des intercepteurs à un rythme intenable, infliger assez de dégâts pour provoquer le chaos économique et la panique publique, mais pas assez pour déclencher immédiatement une riposte nucléaire ou une intervention militaire américaine à grande échelle. C'est une escalade calibrée et elle est redoutablement efficace. Dans la communication pro-Trump, on appellerait sans doute encore cela un contrôle total, à condition de changer d'angle de caméra assez vite. 47 minutes, plus de 200 missiles, de multiples impacts à Tel Aviv et à Jérusalem, un taux d'interception tombé de 90% à 70%. 600 millions de dollars d'intercepteurs dépensés en une seule nuit et une architecture défensive vidée de son sang par un adversaire capable de produire des missiles plus vite qu'Israël ne peut produire les armes destinées à les arrêter. Ce n'est pas une guerre qu'Israël est en train de gagner sur le front défensif, c'est une guerre d'attrition qu'Israël est en train de perdre un intercepteur après l'autre. Et cette nuit-là a prouvé que l'Iran sait exactement comment exploiter cette vulnérabilité. La question n'est pas de savoir si les défenses israéliennes vont échouer. La question est de savoir quand. Et ce qui se passera après